Bon, merci Kian, Catherine et Virac. Kayan, pardon. Merci Kayan, Catherine et Virac. Donc Kayan, tu es chercheuse et professeure aussi à l'INALCO, administrative à l'INALCO. Tu es chercheuse dans le réseau de recherche MAF, donc Migration de l'Asie de l'Est et du Sud-Est en France. Toi, Catherine, tu es auteure du livre Au-delà du Cambodge. C'est une histoire que tu as racontée du coup ton papa. Et toi, Virac, tu es auteur, scénariste et réalisateur. Et tu es sur le projet Fragment en tant que co-réalisateur pour le documentaire. C'est ça ? Alors, on va partir sur comment et pourquoi raconter les récits et récolter les récits de nos parents exilés. Est-ce que tu peux commencer, Catherine, toi, à nous raconter comment tu as voulu en fait raconter l'histoire de ton père et pourquoi et comment tu t'y es prise? Bonjour à tous. Alors, je vous remercie d'être aussi nombreux. Merci à Linda pour animer cette table ronde et à Sunday pour l'invitation. Alors, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais, on va dire, assez réservée et timide. Je n'aimais pas écrire, lire. Je n'avais pas non plus le regard, on va dire, tourné vers le passé. Donc, de ce fait, je ne m'intéressais pas trop, on va dire, à l'histoire de mes parents. Et même une fois, mon père, quand il m'avait raconté comment il avait fui le Cambodge, je lui ai demandé mais pourquoi tu es parti du pays, etc. Il m'a dit c'est à cause des Khmers rouges. Et je lui ai dit à cause de quoi? Et il m'a dit des Khmers rouges, ce sont des communistes. Et dans ma tête, je me suis dit des communistes, mais pour moi ils sont gentils, ils veulent partager les richesses, enfin je comprends pas trop. Et en fait, j'ai pas cherché à aller plus loin parce que je me suis dit peut-être que mon père il est pas d'accord avec la politique du Cambodge. Donc voilà. Donc j'ai grandi sans vraiment savoir que j'avais des origines cambodgiennes, puisque à la maison on parle le vietnamien et le tétu. Donc le tétu c'est un dialecte chinois. Donc voilà, j'ai toujours cru que j'étais d'origine chinoise vietnamienne jusqu'au jour où je suis devenue mère pour la deuxième fois durant le confinement en 2020. Et à ce moment-là, je me suis posé des questions parce que bon, voilà, à la télé, on entendait souvent des gens qui mouraient du Covid, etc. Et donc j'ai comme une prise de conscience. Je me suis dit si jamais ça m'arrivait, que je devais mourir dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'est-ce que je voudrais en fait laisser à mes enfants? Et là, la réponse a été comme une évidence. Je me suis dit il faudrait qu'ils sachent d'où ils viennent. Que je raconte l'histoire, etc. Mais encore faut-il, il faut que je la connaisse. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à interviewer mon père. Et j'ai tout simplement commencé en disant papa, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé avant? Tu m'avais parlé des Khmers rouges, qui ils sont exactement, etc. Et, mais comme l'histoire ça remonte à plus de 45 ans maintenant, les souvenirs se sont estompés parce qu'il était très jeune, il avait 17 ans. J'ai dû, on va dire, compléter son témoignage en lisant d'autres livres, en regardant des vidéos, etc. Et puis en tapant en premier Khmer rouge sur Google. Et là, je suis tombée de haut, puisque c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il y a eu un génocide entre 75 et 79, en faisant 2 millions de morts. Et là, j'ai été choquée, je me suis dit, punaise, ça fait... j'ai plus de 30 ans et je connais même pas l'histoire du Cambodge, qui est l'histoire en fait de mon père. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc à la base, le livre que je voulais écrire pour mes enfants, qui devait rester en fait dans le cercle familial, s'est transformé, on va dire, en un livre pour le public. Voilà, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres personnes dans mon cas qui cherchent à savoir qui il est, etc., à connaître ses origines. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui n'osent pas en parler ou qui ne veulent pas parce que voilà, c'est trop dur, il y a du traumatisme et qui veulent tout simplement oublier et avancer. Voilà, merci. Toi, Kayan, merci Catherine. Toi, Kayan, tu es devenue chercheuse et tu as voulu t'intéresser du coup aux migrations d'Asie de l'Est et du Sud-Est. Pourquoi et comment tu relis cette histoire avec le Cambodge et les récits des parents exilés?
Merci pour la question. Alors c'est une question qui est très très large. Après, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, pour les personnes, donc ce qu'on appelle en sociologie, issues de la génération 2.0, c'est-à-dire les personnes qui, voilà, comme Catherine, comme moi, sont nées ici en France ou dans d'autres pays, mais en tout cas, c'est la première génération issue de l'immigration. Il y a toujours des événements familiaux, souvent. Soit par exemple là tu le mettais en avant, c'est une naissance, voilà, l'arrivée d'un premier enfant. Ça peut être également des épisodes traumatiques au sein des familles, comme un décès, une hospitalisation ou par exemple une crise de panique qui va un petit peu réveiller finalement voilà, tout cet épisode et tout le passé en fait familial au sein des familles, et aussi cette expérience migratoire qui se fait sur plusieurs générations, en fait, ce qui concerne les populations d'Asie de l'Est et du Sud-Est, par voilà, des passages dans plusieurs pays différents. Là, on parle voilà, du Cambodge, hein, mais il y a aussi voilà, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, et pour certains dont les origines viennent de Chine. Donc après, voilà, il y a l'arrivée dans les pays d'accueil, ici en France, mais pas qu'en France. Et donc c'est voilà, une histoire qui est très très complexe hein, sur plusieurs générations. Et du coup j'ai oublié la question. Alors comment tu es devenue, pourquoi tu t'es intéressée aux migrations d'Asie de l'Est et du Sud-Est? Oui. Et comment tu es liée du coup au projet Fragment? Oui, alors donc du coup c'est une question plus personnelle hein, bien évidemment, donc bien sûr je voulais voilà, faire un sujet de recherche qui portait vraiment, qui faisait sens et qui entrait en résonance à la fois par rapport à mon histoire personnelle, mais aussi pour voilà, les personnes qui avaient une trajectoire, on va dire, commune à la mienne, et donc voilà, j'ai voulu approfondir cette question, et en fait le point de départ, c'est simplement que voilà, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le récit de l'histoire de mon papa, donc voilà, qui était donc chinois du Cambodge, Thétiou, et il y a eu son décès, et donc partant de là, j'ai voulu un petit peu m'intéresser à comment finalement ça s'était passé pour les uns, pour les autres, pour les personnes voilà, qui sont nées ici en France. La relation finalement qu'il y avait avec les parents, mais aussi les grands-parents, et comment on peut venir, voilà, on parlait de puzzle tout à l'heure ou de fragments, un petit peu savoir comment ces personnes-là, elles avaient grandi, qu'est-ce qu'elles connaissaient par rapport à l'histoire de leur famille, et plus largement, finalement, les difficultés qu'elles avaient pu rencontrer, les besoins par rapport à des choses qui n'avaient pas pu se cristalliser, et puis tout simplement au-delà, voilà, comment elles ont fait pour se construire dans leur vie d'aujourd'hui. Merci Kayane. Virac, tu es auteur, scénariste et réalisateur. Pourquoi, toi, il te semble important de raconter les récits de nos parents exilés? Et est-ce que toi, tu as déjà raconté le récit de tes parents, comme a pu le faire Catherine? Très bonne question. Déjà, je pense que c'est important de raconter l'histoire de la famille, parce que pour moi, c'est une forme d'héritage que je délègue, que je peux transmettre à mes enfants. Moi, je suis arrivé en France au début des années 80. Et j'ai jamais vraiment eu, jusqu'à un certain âge, conscience que j'étais différent des autres enfants. Par contre, ce que je sentais, c'est qu'on avait une histoire lourde et chargée. Toujours chargée, lourde, et avec plein de sous-entendus et de non-dits qu'on n'osait jamais vraiment soulever comme question. D'ailleurs, moi, on a une grande famille, j'ai mon grand frère et mes grandes sœurs qui sont là. Pour vous dire la chose, on s'est jamais posé autour d'une table tous les quatre en se disant venez, on se raconte l'histoire de quand nos parents sont partis et qui s'en souvient. Moi, je suis né dans un camp, donc j'ai des souvenirs très vagues de cette période. Donc en vrai, je peux même pas vous dire que si je me souviens de quoi que ce soit. Mais même le fait de me dire,
j'ai des grands frères, des grandes sœurs qui ont ce retour d'expérience. Et au final, on s'est jamais dit, ok, on en parle entre nous. J'avais des questionnements, j'avais besoin de réponses aussi. Et bizarrement, j'ai jamais eu, je sais pas si c'est du courage ou de la pudeur, mais j'ai jamais eu cette démarche de me dire où je vais attraper mon grand frère dans un coin et je lui dis viens, on en parle un peu, ou même d'aller voir mon père, ma mère. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé enfui pendant très longtemps. Et bon, on parlait de déclic tout à l'heure. Et moi, je pense que cette volonté vraiment de se dire maintenant, il faut que j'arrive à transmettre et que je raconte l'histoire de ma famille, c'est surtout, je pense, avec la naissance de mes enfants. Ça a un peu germé quand j'ai vu mes premiers neveux et nièces. Mais c'est vrai que c'est devenu quelque chose de vraiment important pour mes enfants, parce que même si moi j'ai pas de problème d'identité, je suis français, j'ai grandi, je pense en français, j'ai tout ce truc là où j'ai conscience que je suis en français, mais comme il disait Beau, moi je m'appelle Toun Virac, et quand j'ai obtenu la naturalisation en 2006, on m'a proposé de changer de nom, j'ai préféré le garder. Parce que Virac, en fait, c'est l'expression et c'est l'héritage direct et ma filiation avec les Cambodgiens et ma famille khmer. D'ailleurs, pour revenir à ce qu'on se disait par rapport au Titiao, là, j'en parlais en off avec Kayan. Pendant très longtemps, je savais pas, je connaissais pas les Titiao. Je pensais que les Cambodgiens étaient tous khmers. Et en fait, je me trompais, et c'est vraiment plus tard que j'ai commencé en côtoyant Sedley, en côtoyant plein de Cambodgiens, j'ai compris que tous les Cambodgiens ne sont pas forcément khmers. Donc voilà. Après, pour répondre, c'est quoi le deuxième point de la question? On s'est perdu. Ouais. C'est au niveau de la transmission, c'est ça, ou en quoi c'est important de raconter. En quoi c'est important de raconter, et pourquoi du coup tu fais partie de Fragments. Ok. En fait, c'est important de raconter notre histoire parce qu'à travers l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de pas mal de tous les Cambodgiens qui sont retrouvés en France, en Australie, un peu partout en Europe, aux États-Unis, et qui ont eu cette histoire commune de gens qui ont fui quelque chose d'atroce alors qu'ils ne le voulaient pas, qui se sont retrouvés à 12 000 km à refaire leur vie. Et surtout, moi je suis reconnaissant pas qu'envers mes parents, je suis reconnaissant envers tous les parents, tous les tontons, les tatas, tous les gens qui ont survécu et qui sont arrivés et dont la seule mission c'était je vais donner une seconde chance à mes enfants, et c'est ça l'héritage. Et en réalité, pourquoi je veux raconter cette histoire aussi, parce que c'est une histoire qui tend à se perdre. On n'a plus... Moi j'ai perdu mon père en 2017, et à chaque fois je me disais je vais remettre à demain. Tiens, j'ai mon père sous la main, je sais que la semaine prochaine je vais pouvoir lui poser des questions sur quand il était jeune, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait pour nous amener en France. Et à chaque fois je remettais ça à plus tard. Et le plus tard faisant, alors que moi je l'ai eu à portée de main pendant 40 ans. Et en 40 ans, j'ai jamais trouvé les ressources pour pouvoir aller le voir et lui dire est-ce que tu peux un peu me raconter la période de 75 à ce qu'on arrive en France. Et au final, quand je l'ai perdu et que j'ai pas eu et que j'ai pas pu avoir ce moment avec lui, je me suis dit là on est dans une course contre la montre, parce que là moi j'ai pas pu le faire avec mon père. Et en fait, je voudrais que ceux qui se sont posés la même question que moi et qui ont encore l'opportunité de le faire puissent le faire, parce que au final ça s'est passé il y a très longtemps et on compte le temps. Donc c'est un peu un hommage à nos aînés et aux gens qui seront encore de notre monde pour pouvoir transmettre ça à leurs enfants. Voilà, c'est ça.
Pour moi, c'est ça qui est important. Et se rendre compte de ne pas prendre les choses pour acquises et de valoriser en fait les personnes qui sont autour de nous, qui ont des histoires très précieuses à nous raconter, qu'on peut transmettre nous à notre tour, comme tu le disais Catherine, cette révélation que tu as eue avec la naissance de ton deuxième enfant. Est-ce que ça a été facile pour toi d'avoir ton père qui te raconte cette histoire? Facile pour toi ou pour lui, enfin je sais pas, mais c'est souvent on dit qu'on a du mal à communiquer avec les parents et qu'ils veulent plutôt garder leurs histoires de leur vie d'avant pour eux. Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi j'ai de la chance parce que mon père il parle plutôt bien français, alors que moi mon tétu vraiment bof. Mais bon, ce qui a été dur au début, c'est comment dire, c'est de faire comprendre à mon père qu'il était important qu'il me raconte son histoire pour que je puisse la léguer en fait à mes enfants. Parce que c'est vrai qu'au début, il me disait mais pourquoi tu veux savoir tout ça, ça remonte à longtemps, c'est du passé, il faut avancer. Et qui va lire ce que tu vas écrire? Donc voilà, après j'ai dû insister un petit peu et puis après il s'est ouvert, il m'a répondu. Il y avait plein de choses il avait du mal à se souvenir, donc c'est pour ça que j'ai dû questionner mes oncles et tantes qui étaient plus âgés donc à l'époque et compléter en fait tous ces témoignages comme je vous le disais tout à l'heure en lisant d'autres livres, en regardant des documentaires. Donc voilà. Et puis aussi l'écriture ça a été une première pour moi. Et heureusement que j'ai eu un entourage bienveillant qui ont pris le temps de lire, de me corriger, de me dire ah, Catherine là tu devrais développer un peu plus parce qu'on ne comprend pas trop, ou bien bon ça ce paragraphe oui ça sert à rien. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, en fait, ton père s'est quand même livré assez aisément avec toi, et puis tu as pu trouver aussi des réponses dans ton entourage familial et dans tes ressources, notamment en parlant de ressources, Kayane, donc toi tu œuvres pour la recherche. Comment est-ce que tu fais pour récolter ces récits et pourquoi c'est si important en fait pour la société, pour avancer, d'avoir ces récits de parents exilés, notamment sur le Cambodge? Alors, juste pour rebondir par rapport à ce que Catherine vient de dire, effectivement, donc tu parlais, c'est ton père qui était plus ouvert, c'est ça? Voilà, que tu as vraiment, parce que souvent c'est un des deux parents qui veut plus parler que l'autre. Donc ça existe au sein des familles. Pour autant, c'est pas toujours le cas. Donc j'ai tendance à penser que c'est une chance pour les parents qui acceptent de raconter l'histoire de la famille. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ça, puisqu'il y en a qui n'en ont pas, c'est une autre affaire, c'est-à-dire que souvent ça part de projections de films, comme on peut voir ces dernières années, l'éclosion de plusieurs films, ou également dans le domaine artistique, d'accord, donc Catherine, mais également d'autres pour l'écriture, et ça va souvent être une petite pierre, un point de départ qui va faire que les jeunes en tout cas vont se lancer dans cette quête de la recherche de l'histoire de leur famille, de l'histoire du Cambodge, de ce qui s'est passé, et puis rencontrer des personnes de la communauté. Après, si on parle effectivement au niveau des parents, pour autant ça reste quand même difficile. Ça reste quand même difficile si on fait une topographie, parce que il y a selon moi, un rapport en fait qui est différent, d'accord, à la mémoire. La génération des parents qui a connu tout ce qui s'est passé au Cambodge et qui a émigré en France ou ailleurs, a construit sa vie. C'est souvent des parents qui ont eu des conditions de travail très difficiles, qui travaillaient beaucoup, et pour certains qui ont eu peu l'occasion de grandir en fait avec leurs enfants. Ça c'est la première chose. Et puis peu d'occasions d'échanger en fait. Peu d'occasions d'échanger tout simplement, effectivement. Et puis après, il y a aussi cet aspect que
il y a une volonté d'intégration des enfants sans pour autant oublier les origines, la culture, comme on a pu le voir tout à l'heure, la culture khmer ou la culture tétiou, mais il y a une volonté d'intégration dans le pays d'accueil, de parler français et surtout de mettre de côté un petit peu tous les aspects, on va dire, qui sont douloureux, tous les aspects du passé, c'est-à-dire pourquoi chercher à les mettre en avant alors qu'on est dans un pays où on s'est reconstruit, où on travaille. Et souvent, il y a, je dirais, deux façons en fait de voir ça, c'est-à-dire que la génération des personnes qui ont connu directement les événements historiques, c'est plus un rapport vraiment mémoriel, mais à l'échelle personnelle, et une volonté d'oublier, en tout cas de trouver une forme d'apaisement. Et puis la génération de ceux qui ont soit grandi jeunes, comme Virak, tu es arrivé dans ta jeunesse ici, ou comme Catherine, qui sont nés ici. Il y a cette quête, ce qu'on appelle la quête identitaire, de retrouver, de se reconnecter avec ses origines, et ça c'est quelque chose, parmi toutes les rencontres, tous les entretiens que j'ai pu avoir, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui est fondamental, et c'est ce qui fait que souvent il y a des difficultés au sein des familles entre la génération des parents ou les enfants, parce qu'il y a une difficulté ou une sorte finalement d'incompréhension à faire en sorte que ces deux générations puissent se rejoindre, parce que les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Pour autant, et ce que je disais, il y a tout de même des parents, et on les en remercie d'ailleurs, qui acceptent de se livrer, de partager leur histoire. Sur un des derniers épisodes de podcast de Benmi, justement, j'en parlais avec Valentine, qui faisait partie de la JCF, qui disait que nos parents, tout ce qu'ils avaient en tête, c'était de survivre et de nourrir leurs enfants. Et aujourd'hui, nous, on a le privilège, parce qu'on a grandi en France et qu'on a été éduqués avec cette quête de savoir et cette quête de vouloir en savoir plus, avoir plus de connaissances sur soi, qui est une chance et quelque part un luxe, qu'on se soucie en fait du passé, alors que nos parents, la plupart peut-être, voudraient plus avoir un regard tourné vers l'avenir et ne pas se rappeler du passé. Toi, Virak, du coup, comment est-ce que tu peux dire aux personnes, parce qu'on voit dans la salle que c'est très intergénérationnel, qu'il y a des personnes, des enfants comme des personnes qui sont aussi plus aînées. Comment faire comprendre aux aînés que c'est très important que de transmettre leur histoire? En fait, s'il y avait une formule miracle, je l'aurais déjà eu, j'aurais pas mal de gens qui m'en parleraient. Et donc, je pense qu'il faut commencer par le cercle familial et les proches. Faire comprendre aux aînés de nous raconter une histoire qui est... Je sais même pas si... qui est vraiment personnelle et intime. Je pense que ça demande du temps. Il faut pouvoir avoir leur confiance, et il faut qu'ils comprennent que ce projet, en fait, c'est un projet beaucoup plus grand que juste je garde mon histoire pour moi et ça intéressera personne. Parce qu'en vrai, ça intéresse la famille, et vraiment, c'est... En fait, c'est un peu le truc de fragment, c'est que chaque petite histoire toute seule, ça a peut-être pas ça a juste du sens pour la personne de manière individuelle. Mais par contre, si on rassemble toutes ces histoires-là, ça donne du sens, parce que en fait, ces petites histoires sont nos histoires. Et en fait, ce qu'on raconte, c'est l'histoire du Cambodge, c'est notre héritage. Et moi, je côtoie des jeunes, un peu plus jeunes que moi. Je ne vais pas dire que je suis trop vieux, parce que je ne vais pas me vieillir, mais des Cambodgiens de 20 ans, 25 ans, même certains de 30 ans, où pour eux, en fait, l'histoire du Cambodge, c'est pas si important que ça. Quand je fais mention des années 70, de la prise la chute de Phnom Penh, en fait, ils connaissent pas cette histoire-là, et même pour certains, en gros, on me répond, mais qu'est-ce que ça fait, en fait, aujourd'hui, il faut penser à l'avenir. C'est vrai qu'on pense à l'avenir, mais
penser à l'avenir et pour comprendre notre présent, en fait, il faut pouvoir et savoir analyser notre passé. Et en fait, c'est ça qui est important. On ne peut pas oublier des dizaines et des décennies de l'histoire juste parce que voilà, on est là et qu'on doit penser à plus tard. Je pense que il faut que nos aînés prennent conscience que eux, quand ils seront plus là, il n'y aura plus personne pour parler de nos histoires. Ce sont eux les témoins. Et en vrai, s'il faut faire quelque chose, bah, il faut qu'ils nous donnent ces histoires-là pour que nous, on puisse les récolter, les archiver, les garder et pouvoir les donner à notre tour à nos enfants, qui eux pourront leur donner à notre génération. Mais on ne peut pas perdre notre histoire comme ça. Pour moi, c'est ça qui est déterminant. Tu parlais de notre histoire du Cambodge, mais c'est aussi notre histoire de la France. Parce qu'en fait, ces histoires, elles sont aussi complètement françaises, vu qu'on en fait partie. Catherine, donc tu nous as parlé de ton père. Est-ce que, a posteriori, du coup, ton livre est sorti l'année dernière et tu as fait des tournées, en fait, des séances de dédicaces dans des librairies accompagnées de ton père. Quel est son retour? Comment il s'est senti? Est-ce qu'il était fier de pouvoir raconter son histoire? Et est-ce qu'il a compris l'importance de son récit, de l'avoir écrit noir sur blanc? Alors, il ne m'a jamais dit directement qu'il était fier de moi. Je pense qu'il est. Sinon, il ne m'accompagnerait pas à ces événements-là. Mais j'aimerais vous raconter une anecdote qui s'est passée donc, cette année. En fait, donc après avoir écrit le livre, donc au-delà du Cambodge, j'ai voulu visiter le pays puisque je n'avais jamais été là-bas. Donc j'ai fait un road trip avec mon mari et mes deux enfants pendant 6 mois en Asie. On a visité la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge. Et j'en ai profité pour faire une rencontre à l'Institut français du Cambodge. Et donc ce jour-là, mon père devait être là avec moi, avec mes oncles et tantes. Et ils ont failli, on va dire, me laisser tomber, puisque une de mes tantes avait très peur. Et elle a commencé à dire à tous mes oncles et tantes, il ne faut pas y aller, c'est très dangereux, parce qu'il existe encore des lumières rouges, si vous parlez de notre histoire, etc., on peut, ça se trouve, on peut être encore emprisonné ou nous arriver quelque chose, en fait, un malheur. Et donc j'allais me retrouver toute seule à l'Institut et je me suis dit non mais c'est pas possible, me faites pas ça. J'avais donné à ma parole en disant qu'il y aurait ma famille. Et mon mari avait réussi à les convaincre parce qu'il est assez pertinent quand il parle, il est très convaincant et finalement ils ont été avec moi. Même si un de mes oncles est resté vraiment, on va dire, tout au fond et voulait rester discret. Et à un moment donné, il y avait une personne dans le public qui a posé une question à mon père. Et là, je vois mon père, je ne l'avais jamais vu comme ça, hein, mais il tremblait. Ses lèvres tremblaient et tout. Et en fait, il a répondu tout doucement par une petite phrase et c'est tout. Et à la fin, il m'a dit oui, je crois que le garçon qui m'a posé la question, c'est un Khmer rouge et tout. Et j'ai dit mais papa, c'est mon ami. Et bon, ça m'a fait sourire, mais en même temps, je me suis dit oh, le pauvre, il a dû être traumatisé par ce qui lui est arrivé en fait. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Non mais merci du coup. Non mais en tout cas c'est beau de voir que en plus d'avoir sorti ton livre, tu es parti au Cambodge avec ta famille et accompagné de ton père et de ta famille pour justement présenter ton livre à l'Institut français du Cambodge. C'est très symbolique d'avoir ces ponts. Entre la France, donc le pays d'accueil de tes parents, et le Cambodge, le pays dont ils sont partis. Mais je crois qu'en fait maintenant il en a marre parce que je lui ai demandé de venir aujourd'hui, il m'a déposé, il a juste mangé parce que c'était gratuit et il est reparti. Donc voilà, il voulait pas assister à la table ronde, il m'a dit non, s'il te pose des questions, t'as qu'à répondre toi-même. Donc voilà. Kayane, on parlait du coup de la difficulté tout à l'heure de pouvoir recueillir ces récits. Il y a aussi des traumatismes qui sont transgénérationnels que les enfants
des parents exilés peuvent avoir en eux, mais dont ils sont conscients ou pas. En quoi, en fait, raconter les récits peuvent nous guérir, nous, comme guérir aussi les parents qui racontent. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. J'aurais pas la prétention, j'ai pas suffisamment étudié, et dans la littérature, je sais pas si la réponse est effective, mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a toujours deux personnes en fait, c'est-à-dire entre la personne donc, qui livre son récit, la personne qui parle, et puis celle qui reçoit le récit. Et donc Catherine, toi c'est par l'écriture, donc c'est encore autre chose, c'est rencontrer un public, rencontrer des gens que tu ne connais pas, au-delà de ton cercle d'amitié et ton cercle familial, mais recueillir un récit et donner une parole avant tout, c'est avant tout poser des mots sur des émotions, sur des souvenirs d'épisodes vécus, qu'on soit d'ailleurs concerné ou pas par le Cambodge, hein, c'est le propre des êtres humains, c'est-à-dire que nous vivons à travers des souvenirs, qu'ils font partie de notre mémoire, puisque finalement la mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est le support, en fait, c'est la boîte à outils qui nous permet d'emmagasiner des informations, des connaissances et de les restituer pour qu'elles puissent être partagées. Donc ça, c'est le propre de l'être humain. Et après, donc j'ai oublié la question, pardon. Ouais, et on oublie souvent. Hein. Comment raconter en fait peut guérir. Oui. Alors voilà, je disais que je savais pas si je pouvais répondre et dire, affirmer que ça guérissait. En tout cas, c'est toujours déposer quelque chose sur le moment où ça se fait, déposer des émotions, et donc forcément il y a une forme d'apaisement dans l'échange. Après c'est, comme je disais, donc c'est un collectif, Fragment. Donc c'est des histoires de rencontres, de croisements et de recueils de différentes histoires. Mais après, comment soi-même on l'intègre, ça c'est une toute autre question. C'est toujours à l'échelle, ça reste toujours à l'échelle individuelle. Et donc de savoir que les jeunes, que les moins jeunes puissent être rassemblés par un projet commun, ça tisse du lien. Et donc forcément, il y a quelque chose où on se reconnaît et on partage des choses, parce qu'on part du principe, en fait, et ça c'est en sociologie, on part du principe qu'on a un référentiel commun. Donc, c'est-à-dire que si par exemple Virac parle à Catherine ou à d'autres personnes, d'autres jeunes qui sont présents dans la salle, on va partir du postulat qu'on a des référentiels communs, une histoire commune à travers les parents, les grands-parents. Et du coup, de partager ensemble, de discuter ensemble, ça rapproche énormément, ça crée du lien, et c'est aussi, on peut le dire, une certaine forme d'apaisement. Il y avait un épisode de Banmi dont Virac, tu as participé aussi, qui était Cambodge, la transmission, les histoires de nos parents. Et il y avait une personne du public qui nous avait partagé une émotion qu'elle avait, qui était la colère. Elle nous disait j'ai toujours eu cette colère en moi, mais je ne sais pas d'où ça venait. Et c'est après, en parlant avec mes parents, en comprenant l'histoire de mes parents, que j'ai su que cette colère venait de leur colère à eux sur leur histoire, et qui a été transmise en fait dans son corps, comme on dit, de manière transgénérationnelle. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur ça, Kayane, sur les mémoires transgénérationnelles? Alors, il y a eu peu d'études encore. Il y en a du côté des États-Unis, je pense notamment à Katalia Oum, aux travaux de Katalia Oum. Mais après, il y a eu le plus d'études qu'on connaît sur ça, c'est vraiment sur tout ce qui concerne l'Holocauste, la Shoah. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus détaillé, et parce qu'il y a aussi beaucoup plus de chercheurs qui travaillent dessus. Après, souvent, les jeunes qu'on rencontre posent cette question, finalement,
Moi, je ne suis pas concernée parce que je n'ai pas vécu l'épisode de génocide, de la fuite, de l'exode, de l'exil, etc. Alors, je ne sais pas si pour ma génération, j'ai le droit ou pas de parler de traumatisme. Voilà, et en fait, ça, c'est très décrit, d'accord, tout ce qui concerne le traumatisme transgénérationnel. La réponse est oui. Après, il y a souvent cette question, en fait, moi j'entends quand on pose cette question de la légitimité, c'est-à-dire finalement, est-ce que j'ai le droit de dire que voilà, parce que je suis née en France et parce que je n'ai pas connu moi directement ces épisodes, est-ce que je peux être traumatisée ? Et oui, bien sûr, ça s'exprime différemment en fonction des personnes, c'est à géométrie variable. Mais voilà, chaque personne tisse son petit chemin et reconstitue soi-même son histoire parce que voilà, chaque personne a besoin en fait de son récit, de savoir voilà, d'où elle vient pour s'asseoir, je dirais, une généalogie, c'est-à-dire quelque chose voilà, qui a un semblant de stabilité et qui permet également de savoir sur quoi on peut s'appuyer ou se raccrocher. Et donc, il y a aussi, j'entends cette question de légitimité finalement. Est-ce que j'ai le droit, quand on me pose cette question, je ne sais pas si je peux parler de traumatisme. Souvent, les jeunes que j'ai rencontrés, c'est cette question-là, parce que je n'ai pas connu, voilà, le génocide. Et est-ce que je ne sais pas si je suis légitime ou pas pour dire que voilà, j'ai des mots, ou il y a eu des conséquences finalement qui se sont perpétuées, qui se sont transmises à travers les générations. Et là, comment elles s'expriment, c'est tout à fait différent en fait, d'un individu à l'autre. Tu parlais, je crois, de crise tout à l'heure. Il y a des crises, il y a des crises voilà, qui se font, c'est des crises d'adolescence parce que c'est une incompréhension et encore une fois c'est pas propre, voilà, mais si on parle par rapport au Cambodge, voilà, c'est toutes ces histoires finalement, tous ces récits qui n'ont pas pu se cristalliser et se dire et qui à un moment donné voilà, refont surface parce qu'il y a un besoin de savoir, de poser des mots et de savoir finalement l'histoire de la famille, mais sur des éléments pas forcément longs. Mais voilà, sur des éléments importants qui définissent l'identité familiale. Virac, donc tu es auteur, scénariste et réalisateur. Tu as sorti un film cette année qui s'appelle Les Rascals en janvier 2023. Là aujourd'hui, tu es présent parmi nous pour parler du Cambodge. Est-ce que tu es en projet d'écrire sur le Cambodge et comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu vas te poser avec tes frères, tes sœurs, ta maman pour discuter de tout ça, avoir ce moment que tu voulais? Est-ce que comment tu vas mettre en action tout ça? En fait, moi, merci pour le film, la promo, c'est toujours bien. Il est sur Canal+ en ce moment, c'est ça? Voilà. En VOD. Ouais, et sur MyCanal pour l'instant. Ouais. Moi, en fait, à travers mon métier de scénariste, de réalisateur, enfin de conteur d'histoire, j'essaie toujours de mettre un peu du Cambodge et de l'Asie à travers mes personnages, parce que moi, j'ai jamais été par rapport au métier dans le cinéma en France, j'ai jamais été dans le combat de vouloir faire absolument le truc qu'on appelle l'inclusion, mettre toujours plusieurs diversités. À la base, ça n'a jamais été une question qui était essentielle pour moi. Mais étant auteur cambodgien d'origine asiatique, forcément, je vais raconter des histoires qui me touchent intimement et mes modèles de personnages, ce sont des personnages qui ont un rapport avec ma culture, les modèles que j'ai eus, mon père, mon grand frère, même si je ne le dis jamais, qui a été un modèle pour moi des fois. Mais en tout cas, j'essaie de mettre du Cambodge, du Vietnam, Steve, et tout ce qui est un peu rapport à la culture asiatique à travers mes personnages, parce que pour l'instant c'est comme ça que moi j'ai la possibilité de les raconter. Donc, et pour répondre à
Juste pour rajouter, c'est comme ça que le personnage de Sovan est né dans le film Les Rascals. Et moi, personnellement, dans un film français, c'était la première fois que je voyais un personnage d'origine cambodgienne, qu'on voyait du coup avec son pendentif de Bouddha. Et ça m'a marqué, même si c'est qu'un détail, parce qu'en fait, avant, j'en avais jamais vu. Bah, en fait, Sovan, il tient plus de mon grand frère que de moi, faut le savoir. Moi, j'ai un projet actuel avec mon prod, c'est de faire, enfin j'ai même 2 projets qui concernent l'Asie. J'ai un projet personnel avec mon prod qui tourne autour d'un personnage cambodgien qui est un film d'action qui se passe dans la diaspora cambodgienne. Donc mettre un peu de ce qu'on fait pas souvent. Et j'ai un gros projet d'écriture de série avec Steve Tran, Sébastien Kong et Laura Bui, qui est un film sur les diasporas asiatiques en France, écrit par des Asiatiques et réalisé par des Asiatiques. Donc en fait, c'est par ce biais-là que moi je vais raconter l'Asie. Mais c'est surtout aussi parce que on m'en a donné l'opportunité. Voilà. Et il faut dire la vérité, on raconte nos histoires personnelles. Donc moi je pourrais très bien raconter des histoires. Moi j'aime bien les Incas, j'aime bien les guerriers Maasai d'Afrique, mais je sais que pour l'instant on parlait de légitimité. J'ai plus ma culture d'Asie pour parler d'Asie. Avant tout, parlons de nous, de moi-même et de ce que je connais, avant de vouloir parler des autres. Et d'ailleurs, de toute façon, en France, on est en manque de ce genre d'histoire. Donc, même si je raconte les histoires pour moi, avant tout, c'est pas comme si je prenais ça comme un devoir, mais c'est parce que c'est naturel. C'est pour ça que quand il y aura de plus en plus d'auteurs d'origine asiatique, il y aura beaucoup plus d'histoires sur l'Asie. Des auteurs comme Catherine, comme Denis Do qui est ici et plein d'autres. Voilà. Je vais aussi citer Neri Ai et même des gens qui parlent de cinéma, comme d'ailleurs Charlie là, qui est là. Donc lui il est directeur d'Arty Magazine. Donc voilà, ça parle de cinéma et en fait il faut qu'il y ait des gens de notre diaspora pour parler de nous. On parlera mieux de nous-mêmes que les autres. Merci Virak. Tu n'as pas répondu à ma question si tu allais organiser cette table ronde avec tes frères et sœurs pour parler de votre histoire. Bah, écoute, on fait souvent des tables rondes entre nous, mais c'est vrai que c'est pas un sujet naturel. C'est pas quelque chose qui nous semble évident. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Kayane, il faut toujours que pour qu'on en parle, qu'il y ait un truc, il y a un truc qui se passe à la télé. Ah, ça parle des Cambodgiens. Ah, on va remettre ça sur le tapis. Mais c'est vrai que jamais de nous-mêmes on se dit venez, on se met autour. Tiana, toi qui a été plus grande que nous, t'as dû quand même te souvenir de comment ça s'est passé quand nos parents nous ont amenés du Cambodge à la Thaïlande. Et c'est vrai que c'est une question que j'ai jamais posée, mais je sais même pas si c'est ça m'est jamais venu à l'idée en fait. On a grandi ensemble, on s'est jamais dit allez on se met autour et les 3 grands frères et sœurs là vous me partagez votre expérience. Alors que réellement c'est des questions qui m'ont toujours traversé l'esprit. Donc pour répondre à ta question, on va organiser ça dans pas longtemps. Très bien. Et j'espère que d'autres aussi dans la salle pourront avoir l'opportunité d'avoir ces discussions qui sont précieuses en fait avec nos familles pour en apprendre plus sur nous-mêmes. Kayane, comme on l'a dit, tu es chercheuse sur les migrations de l'Asie de l'Est et du Sud-Est en France. Aujourd'hui, comment est-ce que tu mènes tes recherches et est-ce que tu es aussi en recherche de témoignages? Peut-être qu'il y a des gens aussi dans la salle qui voudraient contribuer à tes travaux. Alors moi j'avais commencé durant mon master et c'était vraiment donc, sur les Chinois du Cambodge, les Sino-Cambodgiens Tétiou, et c'était sur, comme je disais tout à l'heure, les personnes qui sont nées ici,
donc de seconde génération en fait, pour un petit peu voilà, dresser un état des lieux, un panorama des besoins, de ce qu'ils savaient, et puis de là où justement ça avait été compliqué pour eux. Après, oui, l'idée bien sûr ce serait, et donc voilà, c'est en projet, ce serait de recueillir effectivement la mémoire voilà, aussi des premières générations. Après se pose la question de la langue, en quelle langue, etc. Et là-dessus c'est vrai que c'était très intéressant de voir un petit peu la réception sur finalement en quelle langue il faudrait que ce soit fait. Voilà, est-ce qu'il faudrait que ce soit la langue originelle, si on parle du Tétchu ou du Khmer, voilà, si c'est des individus qui sont Khmer, ou est-ce qu'une autre langue, en l'occurrence le français, la langue de la migration, serait possible. Voilà, je sais qu'il y avait eu pas mal d'échanges là-dessus, et donc par rapport à ça, c'était aussi à la fois très différent en fait en fonction des personnes, c'est-à-dire qu'il y en a qui disaient que c'était essentiel que ce soit fait en la langue voilà, originale du pays des parents, parce que ça coupe sinon tout un volet, un pan de la culture, aussi de l'humour dans la langue, on va dire native. Il n'y aurait pas toutes les subtilités en fait. Exactement, ouais, les subtilités de langage, toutes les nuances, etc., mais aussi corporellement. Et après, versus ceux qui se détachent un petit peu de ça et qui pensent que c'est pas forcément cette question de recueil de la mémoire rattachée à une langue, et que le français voilà, pourrait permettre justement de prendre un peu plus de distance par rapport aux affects, par rapport à tout ça, et parce que pour eux, voilà, le recueil de cette mémoire se fait pas dans la langue des parents. Voilà. Et je me souviens d'une personne qui m'avait parlé que peut-être, est-ce que le français est la langue de la mémoire? Voilà. J'ai pas répondu à cette question encore. Mais oui, donc bien sûr, je pense que voilà, nous trois, on est d'accord pour dire que c'est très important de collecter cette mémoire, parce que sinon, tout simplement, voilà, elle va disparaître. Ici, bien sûr, voilà, c'est une population ici à Bussy, donc il y a beaucoup d'Asiatiques, hein, donc on connaît, mais si on sort de ces villes-là, de ce quartier-là, etc., ou même si on parle du 13e, où il y a une population asiatique qui est encore importante, d'autres communautés asiatiques dans d'autres quartiers de Paris, mais finalement, on ne connaît pas assez, on ne connaît pas suffisamment en tout cas l'histoire de ces communautés, les populations d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est, et donc pour ça, oui, il faut recueillir des témoignages, il faut réaliser des entretiens, il faut qu'au niveau de la recherche également, les chercheurs se mobilisent. Et donc oui, c'est important, voilà, pour ceux qui souhaitent partager cette histoire, voilà, de se faire connaître. Et nous, voilà, bien sûr, hein, voilà, on sera toujours prêt et disposé à vous écouter, parce que voilà, c'est extrêmement fédérateur, et c'est aussi important pour, encore une fois, éviter que ça tombe dans l'oubli. Question s'il vous plaît. Je voudrais savoir comment vous contacter pour raconter nos histoires. Alors comment... C'est très bien ce que vous dites, mais on ne peut pas savoir en fait. Le gros c'est ça. Je suis venue de Marseille, c'est pour m'intéresser à ça. Parce que là, j'entends ce que vous me dites. Moi j'ai vécu le Khmer Rouge. Là j'ai fait un récit de ma vie pour raconter à mes enfants, parce qu'ils sont comme vous. Ils sont un peu dans l'inconscience, ils ne nous posent pas de questions, on vit chacun sa vie, on fait sa petite vie tranquille, tout est beau, tout est gentil, mais bon, moi j'ai écrit pour me libérer, pour raconter où je suis venue, comment je suis venue, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu, et tout ça, ça vient en fait, c'est pour me libérer, de me libérer de ce que je ressens, parce qu'il y a c'est enfui de moi. Et depuis que j'écris, ça va beaucoup mieux. Ma tata, elle a vécu tout le Khmer Rouge. Elle a vécu des trucs vraiment horribles. Elle s'est sortie de là. Elle parle pas très bien français. Et à chaque fois qu'elle me raconte, moi ça me fait très mal. J'ai pas vécu ça. J'ai vécu un mois au Cambodge. Mais tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, c'était le lendemain, on allait tous être assassinés. Donc voilà, il y a des trucs à voir. Donc mes enfants me posent pas de questions en fait. Ils ont le plus grand, il a 36 ans. J'ai 3 enfants.
Mais le petit de 12 ans, mon petit-fils de 12 ans, il me dit Mamie, qu'est-ce que tu as vécu? Et moi je suis surprise parce que mon petit-fils, il a l'audace de me demander comment je suis venue en France. Et que mes enfants, ils ne s'intéressent pas. Et du coup, je suis obligée d'écrire pour les offrir. Est-ce qu'ils vont lire? Je ne sais pas. La chance, elle est là. C'est terrible parce que il y a les ancêtres, enfin les personnes qui sont là comme un tata, on ne peut pas faire souffrir nos enfants, donc on ne raconte rien, on cache au fond de nous, et il ne faut pas cacher, parce que nous, on vit dans la peur, on vit dans l'angoisse, on vit même tous les jours, on a peur que nos enfants nous arrivent quelque chose ou quoi, mais nous on ne s'exprime pas, on s'enferme. Du coup, c'est pas ça en fait. Moi j'attendais que vous me parliez un peu de nous, quoi, mais il n'y a que de l'instant où vous vivez en France. Il n'y a pas de. Vous parlez de. Est-ce qu'il faut écrire un récit en français? Moi je trouve que c'est bien parce que moi je peux acheter un livre, je peux les offrir aux enfants, dire il y a des récits de cette personne qui a fait ça et ça. Je trouve que ça vendra plus qu'un Cambodgien. Oui, merci madame, parce que en fait, ce que vous racontez, c'est de pouvoir, pour les personnes qui n'entendent pas, de pouvoir transmettre aussi votre histoire, de pouvoir le faire en français. Et c'est un peu la démarche que toi tu as eue, Catherine, et le déclic que tu as eu quand tu as eu ton deuxième enfant, de pouvoir récolter les récits de ton papa et de ta famille pour pouvoir le déposer quelque part. Et c'est ce que fait madame, donc bravo pour votre courage. La question de madame, c'était de savoir où est-ce qu'elle pouvait vous écrire pour en fait témoigner et raconter, vous transmettre aussi son histoire. Oui, je pourrais vous laisser ma carte après, sinon je vais laisser Virac par rapport au projet. Nous, on a créé ce projet avant tout pour ça. Donc, de toute façon, nous, on peut se voir après pour vous passer vos coordonnées. Sinon, sur notre site internet Fragmentis, en fait, on a un espace dédié pour toutes les personnes qui ont envie de laisser leur témoignage. Ils peuvent laisser leur nom, mettre leur récit ou tout simplement nous contacter pour qu'on aille les voir plus tard ou qu'ils nous racontent leur récit. Ça peut être de manière sonore, juste du vocal. Ça peut être filmé ou ça peut être même en écrit, donc il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ce que vous dites concerne le troisième volet de Fragments, on veut créer une banque de données mémorielles, une page web qui va récolter en fait tous les récits de tous les gens qui veulent laisser une marque ou un récit de leur histoire personnelle. Comme ça, si jamais, qui sera consultable pour tous les Cambodgiens, pas que pour nos petits-fils, enfants. Je pense que le projet Fragment fait partie de ces nouvelles actions et ces nouvelles associations qui permettent... Nos enfants qui grandissent, il n'y a rien de nous qui se passe. Est-ce que... Allez, parce qu'on vous entend pas. Je disais que, en fait, tout est normal par rapport que nos enfants grandissent ici, nos petits-enfants. Ils ne cherchent pas trop à comprendre notre histoire. Donc, pour moi, c'est l'essentiel quand même de comprendre qu'est-ce qu'on a vécu au Khmer Rouge, pourquoi ils sont venus, pourquoi cette histoire est venue par là, qu'on a eu le génocide et tout ça. Et pour moi, les enfants ne cherchent pas vraiment à comprendre. J'insiste là-dedans, ils ne cherchent pas à comprendre. Tout, quand je vais à la pagode ou quoi, les personnes âgées, je vais souvent à la pagode, on n'entend pas parler de ce qui s'est passé. Pour nous, on fait la prière, on mange, et après on mange et on y va. Entre nous, entre les personnes âgées, on n'en parle pas du tout. C'est des histoires. Votre ami peut être un Khmer Rouge. Vous voyez, c'est pas un problème. Je sais que dans ma famille, comme ma tata, elle me dit, nous, on a de la famille qui est Khmer Rouge. Pourquoi ils sont Khmer Rouge? C'est parce qu'ils ont voulu avoir une bol de riz. Parce que sinon, tu meurs de faim.
on te donne un petit verre de riz comme ça pour 4 personnes la journée. Donc comment vous voulez survivre? Donc et c'est pour ça qu'il faut qu'ils sachent comprendre pourquoi on meurt pour rien. Les Khmers rouges, ils se mettent pas pour faire le Khmer rouge, c'est parce qu'ils veulent avoir un bol de riz pour se nourrir. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Elle a vécu, elle m'a tout raconté là-dedans, et moi ça m'a déchiré. Elle a 8 enfants, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais si vous voyez tout ce qu'elle raconte pour survivre la nuit, elle va dans la rivière ramasser des poissons à main nue. C'est terrible. Pour leur donner à manger, c'est terrible. Il n'y a pas de mots. C'est infernal, quoi. Elle est arrivée, la reine du Khmer rouge, elle est arrivée en Thaïlande, c'est pareil. Le camp, il était fermé, donc elle a dû payer les passeurs pour entrer dans le camp, parce qu'il faut payer. C'est quand même 800 bahts à plus. Après, arrivé à là, ils ont fait la demande pour venir en France, parce qu'on avait la famille en France. Mais elle a vécu l'enfer. Voilà. Mais elle a quand même fait le nécessaire pour garder ses 5 enfants en vie. Malgré voilà, tout ce qui s'est passé, c'est des choses qu'il faut le dire. C'est pas... c'est très bien tout ce qu'on vit maintenant. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas la guerre, on n'a pas la faim. On se plaint parce qu'il manque ci, il manque ça. Mais arrêtez de vous plaindre, quoi. Je dis à mes enfants, vous avez tout. Et quand ils viennent chez moi, parce que j'ai un meuble qui est un peu cassé, je dis, change, maman. Je dis, mais pourquoi tu veux que je change? J'ai vécu comme je veux. J'ai vécu dans la misère, dans le truc, mais ils ne cherchent pas à comprendre, en fait. Ils ne cherchent pas à comprendre. Alors, si je peux prendre la défense de vos enfants, je suis passée par là. Avant d'être mère, je ne m'intéressais pas à l'histoire de mes parents. En fait, quand mes parents me disaient oui, il faut finir le riz, les plats, il ne faut pas gâcher, bon, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. En fait, je ne comprenais pas, mais c'est parce que je ne connaissais pas l'histoire. Et puis, quand j'étais jeune, je me cherchais. Je me disais quelle étude je pouvais faire, quel métier, etc. Parce que voilà, mon père me disait ça serait bien que tu deviennes docteur, sauf que moi j'avais pas envie. J'osais pas lui dire directement non, je préfère faire autre chose, être coiffeuse ou photographe ou peu importe. Et je pense que quand on est jeune, justement, vous dites on a le choix, on est choyé, etc. Et quelque part, quand il y a trop de choix, on est un peu perdu, on se cherche. Et ce que vous faites, c'est vraiment très bien parce que vous allez voir, je pense qu'à un moment donné, vos enfants, ils voudront connaître votre histoire. Peut-être pas aujourd'hui parce que ils se cherchent ou j'en sais rien. Ils cherchent à avancer dans leur vie, à se construire, avoir une famille, avoir un métier stable, etc. Et ils sont pas forcément prêts à vous écouter. Mais je pense que ça viendra et il faut leur laisser le temps. Et pas forcer les choses parce que mon père il m'a raconté une seule fois quand j'avais 15 ans et puis après il m'en a plus jamais reparlé et donc c'est moi qui quand je suis devenue mère, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, mais avant pas du tout, mais parce qu'en fait j'étais perdue, je me cherchais voilà, et c'était pas contre eux en fait, c'était pas contre mon père ou contre ma mère. Et une fois que j'ai écrit leur histoire, alors déjà il faut que vous sachiez que quand j'étais jeune, j'étais pas forcément fière d'être asiatique parce que j'ai vécu dans le 93. Voilà, donc j'étais la seule asiatique, j'étais différente et je n'assumais pas cette différence en fait. J'étais pas fière, je voulais être discrète et là, tout le monde me voit, etc. Et puis parfois on se moquait de moi et voilà. Et puis avec ma mère à côté qui me parlait pas vraiment parce qu'elle est plutôt froide, renfermée. Mais c'est parce que voilà, j'ai compris que c'est parce qu'elle faisait partie des Pot People, qu'il y avait des pirates, voilà, qui violaient les femmes, plein de choses horribles, des gens qui mouraient en mer, etc. Et ça, en fait, je connaissais pas tout ça. Et aujourd'hui, maintenant, je comprends mieux pourquoi mes parents sont tels qu'ils sont aujourd'hui, et je ne peux pas leur en vouloir d'être comme ça.
Et maintenant, je suis fière en fait de mes origines. Enfin, je ne peux qu'être fière en sachant tout ce qu'ils ont vécu. Et maintenant, je comprends mieux. Maintenant, quand ils me disent oui, fais attention, éteins la lumière pour pas gâcher l'électricité, etc. Ou quand mon père, quand il y a une réduction, bah, il va acheter 10 packs d'eau d'affilée. Enfin, voilà. Et tout ça, quand on est jeune, on ne sait pas pourquoi ils font tout ça. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis chercheur en sciences politiques. J'ai une question pour Kayane que je connais déjà. Tout à l'heure, tu parlais de la difficulté de certains parents à évoquer l'indicible de leur histoire cambodgienne. Est-ce qu'il y a aussi, comme ça existe, tu parlais de la Shoah tout à l'heure, et moi j'ai un grand-père espagnol qui a vécu la guerre civile, il y a aussi la culpabilité de la survivance, c'est-à-dire le fait, peut-être inconsciente cette culpabilité, mais la culpabilité d'avoir survécu alors que tant d'autres sont décédés sur place. Oui, évidemment. La culpabilité, mais effectivement à plusieurs niveaux. Il y a, comme je disais tout à l'heure, la première, c'est vraiment le côté pourquoi est-ce qu'on va parler de tout ça, pourquoi est-ce qu'on va remuer le couteau dans la plaie et parler du passé alors qu'on est en France et que donc il faut se projeter, voilà, il faut penser au présent et penser au futur. Et après, il y a la culpabilité effectivement au sein des familles. Et là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le terme, alors, la madame qui parlait voilà, des Khmers rouges, etc., qu'il n'y avait pas le choix si on voulait survivre, etc. Et donc c'est pour nuancer, ça c'est vrai que ça apparaît dans les entretiens que j'ai pu voir, c'est-à-dire que c'est pas une façon complètement toute blanche ou toute noire de voir les choses. Parce que voilà, si on vous dit voilà, si vous faites ceci ou vous faites cela comme tâche, et vous aurez plus à manger, vous aurez droit à un bol de riz, comme disait madame tout à l'heure. Et ça, c'est effectivement des choses voilà, qui reviennent. Et après, sur tu me posais la question sur la culpabilité, la culpabilité d'être vivant, d'être survivant. Ça c'est pas propre au Cambodge, mais c'est toujours finalement qu'est-ce qui fait que moi je suis vivant et pas les autres, pas d'autres, et que donc à partir de là on intègre le fait de moins avoir le droit de se plaindre. Et ça par rapport à ce que Catherine disait sur le fait de terminer son bol de riz ou de ne pas gâcher de la nourriture ou de ne pas se plaindre de façon générale, c'est des choses que les enfants ont intégrées en fait, ont intégré assez rapidement dans l'enfance. Voilà. Donc après, est-ce que ça a une incidence ou pas sur le fait de pouvoir partager ces histoires et de les garder pour soi, très certainement que oui, mais encore une fois c'est très variable en fonction des histoires familiales et après en fonction de tout à chacun. On va prendre 2 ou 3 dernières questions. Oui, bonjour. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus un peu un témoignage. En fait, je m'occupe d'un cinéma pas très loin d'ici, à la ferme du Buisson, à Noisiel, donc on n'est pas très loin. Et on a créé, il y a ici d'ailleurs beaucoup d'amis et de partenaires du festival qu'on a créé il y a 2 ans, qui s'appelle Si loin, si proche, et qui est un festival qui est le seul consacré au cinéma du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Et quand on a créé ce festival il y a 2 ans, l'idée c'était vraiment de montrer les créatrices et les créateurs de ces pays, parce qu'on savait qu'il y avait des films de qualité, mais qui n'étaient pas du tout montrés, très peu déjà même en festival, et même pas en salle, en France notamment, alors qu'on savait qu'il y avait vraiment une création de qualité. Et puis très vite, dès la première année, on s'est intéressé, de fait, montrer aussi des films des diasporas, que ce soit les cinéastes, les auteurs, les autrices qui avaient vécu l'exil contraint et qui maintenant travaillent et créent dans d'autres pays, mais maintenant aussi les enfants, voire les petits-enfants, qui accèdent au cinéma ou à la littérature ou à d'autres arts. Et je voulais juste témoigner de l'importance, parce que ça revient à une des questions qu'a posée tout à l'heure Linda, c'est qu'est-ce qui peut faire surgir la parole ou comment on peut faire venir cette parole. Et on a constaté vraiment que c'était un festival dont les publics étaient très transgénérationnels,
parents, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, et qu'en fait de venir partager ensemble un moment, un film, mais ça pourrait être une pièce de théâtre, ça pourrait être un concert, ça pourrait être lire. Il y a beaucoup de bandes dessinées maintenant qui commencent à sortir, et d'illustrateurs, d'illustratrices et d'auteurs notamment du Vietnam. Il y a vraiment une qualité de production de bandes dessinées qui permet aussi de devenir quelque chose un récit qu'on va pouvoir partager et qui va en faire surgir d'autres. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que dès la première année, alors moi j'ai pas de lien personnel avec ces pays-là, en tout cas familiaux, mais je l'ai parce que je travaille sur un territoire où ça m'intéressait qu'un lieu de culture, un lieu d'art soit en dialogue avec ce territoire et puisse montrer les œuvres venant de ces pays-là. Et en fait, on a vu très vite des discussions qui se prolongeaient parfois très longuement à la sortie d'un film parce qu'on est venu entre parents et enfants voir ce film. Et peut-être que le film n'a pas à voir strictement avec l'histoire, soit du génocide dans le cas du Cambodge ou du déplacement forcé, mais de venir dans une salle de cinéma, d'entendre parler Tichou, d'entendre parler Khmer, là-haut, vietnamien, sur un grand écran, dans des conditions comme un vrai film, et de se dire on va partager ça, bah oui, on a vu, et des gens nous en ont parlé après, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois après, que ça avait donné lieu à des discussions dans la famille ou entre amis, parce qu'il y a aussi des spectateurs qui vivent sur ce territoire, qui n'ont pas de liens personnels et familiaux avec ces pays, mais qui ont des amis qui en sont originaires, dont les enfants sont à l'école, avec des enfants qui sont petits-enfants ou enfants de personnes exilées. Et du coup, il y a quelque chose qui, à un moment, renverse les choses, c'est aussi de mettre en partage les cultures qui viennent de ces pays-là, comment ça nourrit un dialogue, comment ça se mêle, ça s'hybride, ça vit. Et là, on peut voir que ça fait surgir d'autres récits. Et je pense que c'est difficile de partir, d'aller chercher un récit comme ça ex nihilo. Mais quand ça part d'un moment où on a partagé une émotion ensemble, quand on a partagé, écouté une histoire, et c'était juste aussi pour rendre hommage aussi à votre travail, c'est-à-dire des raconteurs d'histoires, comme disait Virac, c'est-à-dire à un moment raconter des histoires, ben ça va aussi en créer d'autres. Donc voilà, je voulais juste très modestement, c'était pas pour faire la pub pour le festival, mais enfin vous êtes les bienvenus, du 24 au 28 janvier prochain. Mais voilà, c'était pour dire l'importance de l'art et de la culture aussi, pour pouvoir se dire qu'on est légitime à créer, qu'on est légitime à raconter des histoires, et que l'adresse à des publics, elle crée ensuite l'envie aussi de parler et de raconter. Merci Dominique. Dominique qui est directeur de la programmation du cinéma de la Ferme du Buisson, et je te rejoins. La Ferme du Buisson nous a donné aussi un espace à Balmy Média pour organiser une grande table ronde des cinéastes asiatiques, et cette année c'était la première fois tout court, que autant de cinéastes étaient réunis. Il y avait des scénaristes, des cascadeurs, des auteurs, des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, des actrices, des humoristes, tous réunis dans la même salle pour parler de ces gens qui racontent les histoires des diasporas asiatiques. Donc merci Dominique et à la Ferme du Buisson pour ça, et rendez-vous du coup du 24 au 28 juin 2024 à Noisiel. On va prendre une dernière question. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée par rapport à la mémoire de nos anciens. C'est très important, premièrement. Pour continuer un peu, j'aimerais apporter quelques petites réponses par rapport à madame qui a vécu le Khmer Rouge, tout comme moi. Et j'ai également connu donc l'immersion en France. C'est ce qu'on appelle le troisième pays. Le deuxième pays étant les camps de réfugiés qui se trouvent en Thaïlande, évidemment. Donc, par rapport à ce qu'elle disait, que nous, les anciens, nos parents, qui ont traversé, qui ont vécu la guerre, n'en parlent jamais de leur vécu. Tout simplement, il y a plusieurs raisons. En tant que bouddhiste, dans le bouddhisme, c'est qu'on essaye d'avoir cet esprit de relativité, c'est-à-dire accepter son karma. Accepter son karma, c'est une partie de notre vie. Donc, on a vécu, on oublie. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre le présent et de faire de bonnes actions dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce que j'admire dans cette organisation, c'est que vous voulez justement faire émerger la mémoire de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont vécu dans l'atrocité. Moi-même, à l'âge de 7 ans,
jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai vécu entièrement la guerre. J'ai vécu l'exode par la suite et l'immersion en arrivant en France. Dans une situation ou dans une autre, le vécu est difficile. On part de la guerre, on part de l'exode, certes, mais il faudrait parler aussi de l'immersion. On arrive à un certain âge, dans un cadre, dans un pays où on ne connaît pas la culture, la langue, la nourriture, l'environnement en général. C'est très, très, très difficile. Et ces témoignages-là, moi, ça fait 2 ans que je porte dans un collège, et nous avons un projet justement de faire connaître ce genre de situation de génocide, de guerre, pour faire, je dirais, pas faire émerger ce vécu douloureux, mais tout simplement se dire, voilà ce qui existe, et il faut faire le maximum pour éviter que ça continue, que ça perpétue. Donc, merci pour votre travail. Merci à Linda, merci à Sunlight, merci à l'ensemble des organisateurs que je soutiens du fond du cœur. Bravo à vous en tout cas. Merci beaucoup Daravi. J'aimerais remercier nos 3 intervenants et intervenantes pour aujourd'hui sur le sujet comment et pourquoi raconter les récits de nos parents exilés. On va clôturer cette table ronde. Merci d'avoir été si nombreux pour écouter, pour témoigner. Et on espère avoir plus de récits pour honorer la mémoire de nos parents, de leurs histoires. Donc merci Viractun, merci Catherine Ngo et merci Kayan Lee d'avoir été avec nous. Merci Samuel.